quand on bosse avec des humains, enfin, je pense qu'il faut constamment se remettre en question. Comme je l'ai dit avant, on est tous tellement différents que du coup, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va fonctionner pour quelqu'un et puis ça fonctionnera pas pour l'autre personne. Moi, j'ai pour principe de jamais interférer sur le travail de mes collègues et au menu nutritionniste, diététicien, parce que moi-même, j'apprécierais pas. Que j'essaie de faire quelque chose avec un client, un patient, et finalement, bah, il y a quelqu'un d'autre qui vient, puis qui lui donne un autre truc, ça fausse tout le processus. Mais en l'occurrence, je suis sympa et tout, mais au bout d'un moment, il faut bosser. Moi, j'ai des comptes à te rendre, j'ai des choses pour toi, je te dois des choses, mais toi, tu me dois aussi derrière de suivre. Et tous ces trucs comme ça me tient à cœur et je suis là, en fait, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai envie d'ouvrir ces discussions. J'ai pas envie de dire, ouais, il fait chaud en ce moment. Oui, il fait chaud, super, bien joué, Sherlock. Non, mais dans le sens, j'ai envie de parler de choses qui font bouger le monde et qui font évoluer les mentalités, en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Victoria, on est live sur le podcast, comment tu vas? Salut, ça va bien, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de t'avoir. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Victoria, je suis coach depuis à peu près 4-5 ans, je dirais. J'ai ouvert ma salle il y a un peu plus de 9 mois à Coppet, sur le bord du lac Léman. Et je suis à côté de ça aussi nutritionniste, du coup. Super, tu as commencé. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le coaching au début? Bah, écoute, en fait, faut savoir juste un truc, c'est que moi, je suis pas du tout sportive. Enfin, je ne l'étais pas en tout cas. Maintenant, je dirais plutôt que je suis sportive, mais j'étais pas du tout sportive. J'étais du genre à sécher les cours de gym à l'école, hein, donc pour te dire. Je dis ça parce que je sais que tu avais beaucoup de gens qui sont venus et ils étaient genre méga sportifs. Ouais, ça fait partie de ma vie depuis toujours, etc. Et moi, c'était pas du tout le cas. J'ai commencé il y a à peu près 6 ans, à faire vraiment tout ce qui est fitness et tout ça. Parce que, en fait, je travaillais à l'aéroport, je devais porter un uniforme. Et du coup, il fallait absolument que je sois fit pour rentrer dans l'uniforme. Et puis, il fallait absolument pas prendre de poids. Sinon, après, c'était des retouches et tout ça. Donc, c'était hyper compliqué. Et puis, du coup, il y avait aussi, j'ai jamais eu une très bonne image de mon corps. Et ça, depuis toujours. Donc, du coup, je me suis lancée là-dedans comme ça. J'ai fait des programmes à la maison, enfin, des trucs un peu tout bêtes qu'on voit d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. J'ai suivi une coach australienne lambda et puis du coup, j'ai fait son programme. Puis en fait, j'ai progressé. Et puis du coup, j'étais là, bon, enfin, c'est cool 5 minutes de faire à la maison, mais j'ai aussi envie d'aller en salle et tout ça. Puis le fitness, ça a commencé aussi à devenir un truc, surtout pour les filles en Suisse. Et du coup, je suis partie en fait en salle de sport. Et puis simplement, j'ai été faire, j'allais en salle, etc. Je n'osais pas trop m'approcher des poids, puis après, je me suis approchée des poids, et puis du coup, j'ai découvert le monde superbe de la musculation. Entre-temps, en fait, j'ai continué à bosser à l'aéroport, et puis du coup, j'ai commencé à bosser vraiment sérieusement. On m'a changé de poste et tout ça. Et moi, j'avais envie de progresser, j'ai toujours eu énormément d'ambition, et puis du coup, j'avais commencé une école de management.
à Genève. J'ai fait 1 mois et demi parce qu'en fait, j'avais plus le temps d'aller m'entraîner et ça me bouffait réellement de ne pas pouvoir faire du sport parce que c'était vite devenu primordial pour moi. Et puis du coup, simplement, en fait, j'ai débarqué dans le bureau de mon doyen. J'ai dit, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, je vais arrêter l'école, en fait. Et puis du coup, il m'a dit, on va quand même prendre plus que 2 minutes là. Et du coup, je lui ai expliqué de long en large en travers que j'avais envie de partir du monde du management, du monde de l'aviation et que je voulais aller dans le monde du sport. Et puis, je me souviendrai toujours de ce jour-là. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement que ce que je faisais, c'était juste. C'était le truc qu'il fallait que je fasse. Et du coup, je suis partie sans me retourner. Et puis, j'ai commencé à faire formation sur formation. J'ai essayé d'apprendre au max. Bon, après, en Suisse, par chez nous, en tout cas, en Suisse romande, c'était un peu compliqué à l'époque de faire des formations. Enfin, il y avait 2, 3 formations, mais il n'y avait pas plus que ça. Comparé à aujourd'hui, en fait, où il y a un boom sur les formations, ce qui est génial. Et puis voilà, j'ai fait une formation comme coach fitness. J'ai fait une formation aussi pour les cours collectifs parce que il y avait de la demande et puis comme ça au moins ça faisait aussi un peu de pratique à ce niveau-là. Ensuite, je me suis lancée dans une formation pour être nutritionniste thérapeute. Ça m'a pris 2 ans et demi. J'ai fait mon level 1 aussi de CrossFit quand je me suis lancée dans le CrossFit en 2019 et j'ai après fait aussi une formation dans la mobilité. Je lis énormément, j'essaye toujours voilà, dès qu'il y a une nouvelle formation, j'essaye un petit peu de me lancer, etc. C'est un budget, mais je pense que si on veut être un bon coach, il faut un minimum de connaissances et faut être au taquet pour Donc, ça. donc tu es vraiment passé de, comme tu disais, le sport, c'était pas du tout ton truc, au point où tu as carrément décidé d'arrêter une école, une formation que tu faisais parce que ça te laissait pas assez de temps pour le sport. Ouais, exact. Ouais, ouais, c'est marrant. Je pétais un câble. J'en pouvais plus. J'étais là. Non, mais attends. Du coup, je commence à 8 heures. Si je pars à 19 heures. Ouais, mais non, en fait, si je vais à 6 heures à la salle, je vais déglinguer toute la semaine. Enfin, c'était horrible. Et j'étais en train de lire un truc de marketing, je crois, à la fin de mes vacances d'octobre. J'ai claqué le truc. J'ai dit, j'arrête. C'est fini. Je veux pas. Ça me saoule. Et puis, du coup, je sais pas si c'était la meilleure décision de ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, je la regrette pas. Ça, ça a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à faire du sport à la maison, comme tu disais, en suivant des petits programmes, à ce jour-là, en fait, où tu as vraiment fait un gros changement de carrière, en fait, une grosse décision qui t'a fait changer de voie complètement pour le sport, à cause et pour le sport, à cause de et pour le sport. Écoute, ça a dû me prendre 1 an et demi, je pense. 1 an et demi, 2 ans. Ouais, j'ai pas tout à fait les dates en tête, mais ouais, ça m'a pris, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'était très rapide, hein. Mhm. J'avais juste, en fait, comme je t'ai dit, je suis je suis sortie de cette école et j'étais là. En fait, c'est la meilleure décision de ma vie. Alors, c'est clair que mes parents ne pensaient pas la même chose, mais, Ouais, j'allais dire, tu as mais eu beaucoup de, enfin, comment est-ce que tes amis t'ont soutenu, tes parents, parce que c'est vrai que enfin, je pense en Suisse, en tout cas encore à l'heure actuelle, jusqu'à un certain stade, si tu dis que tu es coach sportif, c'est rarement pris comme un job à part entière. C'est très souvent, ah ouais, c'est cool, tu fais ça à côté, qu'est-ce que tu fais vraiment? Donc, comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu leur as expliqué que tu arrêtais une école pour te lancer dans le sport à plein temps? Alors, en soi, après moi, il faut savoir un truc, c'est que grâce au sport et au fitness et tout ça, j'ai pris énormément confiance en moi et j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête d'écouter ce que les autres me disaient de faire ou de pas faire. D'ailleurs, il y avait un truc super intéressant que j'avais lu, une nana qui disait arrête d'écouter les conseils de ceux qui ne sont pas du tout dans ta situation, qui ne le seront jamais. Et c'était ça, en fait, finalement. Après, c'est clair que la vie de mon papa comptait quand même énormément parce que j'ai énormément de respect pour lui. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment super gentil et puis il est droit. Enfin, voilà, il est super. Mais pour lui, ça a toujours été tu vas à l'université, tu fais un bachelor, puis un master, puis tu trouves un job, sécurité. Il était dans la sécurité en plus, sécurité financière et voilà, et tu restes et tu fais le plus longtemps possible. Après, avec les années, avec aussi enfin, comment ça évolue aussi de son côté, il a vite compris que voilà, il voit aujourd'hui que je réussis, il voit que ça se passe bien. Et du coup, en fait, maintenant c'est chou, mais c'est un de mes plus grands fans en fait. Donc c'était vraiment le seul, je pense, que c'était vraiment la seule personne que j'avais peur un petit peu de décevoir, etc. Mais j'ai vraiment, en fait, au fond de moi, c'était vraiment genre, je sais pas, c'était mon instinct. Là, je sais que ce que je fais, c'est juste, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Et il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'arrêter, en fait.
Et du coup, est-ce que dans les premiers temps, quand il était peut-être pas aussi enthousiaste par rapport à ta décision qu'il l'est maintenant, comment est-ce que tu as navigué ça? Est-ce que tu as essayé de lui expliquer? Comment tu as fait ça? Moi, je pense que l'épreuve, c'est beaucoup par les actions. Enfin, c'est dans le sens, je pouvais lui dire un millier une fois, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Euh, Ça aurait rien fait. Il fallait qu'il voie pour y croire. Puis je pense que ça, j'ai pris de lui justement. Moi, j'ai besoin de voir les choses pour y croire. Et du coup, j'ai juste bossé comme une malade. J'ai fait de mon mieux et puis j'ai vraiment donné le maximum pour pouvoir voilà, réussir. Je bosse depuis que j'ai 15 ans. Là, j'en ai 27 bientôt et je savais comment ça fonctionnait. J'ai fait des petits jobs. Voilà, j'ai toujours dit, je trouverai toujours une façon de m'en sortir, peu importe le domaine d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait là dans l'occurrence. Donc, en fait, je lui ai vraiment prouvé. Et puis, même à tous ceux qui étaient un petit peu dubitatifs autour de moi, en fait, c'était totalement faisable et que j'avais aucune. Enfin, que j'allais pas échouer, disons. J'étais vraiment dans cette optique-là. Mhm. Maintenant que tu as la perspective de ces quelques années de pratique, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais refaire cette transition et repartir de zéro et devenir coach sans l'avoir été avant? En fait, le truc, c'est que là, maintenant, je mets beaucoup de crédit à mon expérience, en fait, pour tout ce que j'ai appris finalement. Maintenant, qu'est-ce que je ferais de différent? Si j'avais eu la possibilité, même si à l'époque, c'était pas très facile, je suis partie tôt de chez moi, hein. Je suis partie à 20 ans, 19-20 ans. J'ai eu mon premier studio. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, quand je faisais justement cette fameuse école, j'avais baissé mon taux à l'aéroport. Je me retrouvais avec 1800 francs par mois pour payer mon studio, ma voiture. Bon, si tu as des gens de France qui nous écoutent, ils vont se dire non, c'est beaucoup, mais en Suisse, c'est vraiment rien du tout. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de faire une formation en fait d'un point de vue universitaire ou haute école en Suisse, parce que c'est vraiment du plein temps en fait. Et c'est ça que des fois je trouve un peu dommage comparé aux autres pays. On n'a pas cette capacité de pouvoir voilà bosser et en même temps étudier. À moins qu'on fasse une école privée, comme moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'au final, l'école que j'ai faite, c'était une école privée, sur les week-ends, ce genre de choses, et des fois les vendredis, etc. Mais en gros, je pense que ce que je ferais de différent, clairement, ça serait plutôt d'aller à l'Uni, en fait, de faire le sport via l'Uni. Après, voilà, le timing, c'est fait que je pouvais plus trop aller à l'Uni pour faire ça. Mais c'est clair qu'il n'y a pas un jour aujourd'hui où je me dis pas j'aurais bien été à l'Uni parce que je trouve que ils ont quand même enfin, quand même des bons profs, etc. Et puis je dis dans le domaine du sport, hein, surtout là je parle exclusivement sportif. Et puis voilà, mais je pense que c'est ça en gros que j'aurais fait différent. Qu'est-ce que tu en aurais retiré de plus, à ton avis, de ce temps que tu aurais passé à l'université en sport, dans le sens où je pense que si on compare le temps de formation que tu as pris au début pour pouvoir vraiment te lancer et faire tes premières expériences en tant que coach et le temps que ça t'aurait pris pour sortir de l'uni en sport, il y a quand même une grosse différence d'investissement de temps au départ. Mhm. Ouais, en fait, je sais pas si c'est très comparable parce qu'au final, bon, moi j'ai pas fait l'Uni, donc j'ai que des échos de ceux qui l'ont fait. Et c'est vrai que je ne sais pas exactement quel est le contenu de leur cours, etc. Donc au final, enfin, je le sais, mais sans avoir vraiment participé. Mais en l'occurrence, oui, je pense que ça m'aurait déjà fait gagner du temps. Après, comme j'ai dit, pour être coach aujourd'hui, surtout en Suisse, on n'est pas très. Il y a des formations, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de formations. Donc finalement, en fait, on ne sait pas réellement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Après, c'est beaucoup sur le terrain qu'on le voit. Donc au final, j'aurais peut-être gagné du temps sur toutes les formations que j'ai faites parce qu'au final, là, j'ai techniquement, mais toutes mes formations, de toutes celles que j'ai citées avant, j'ai fini en décembre passé. Donc ça fait à peu près, du coup, 4 ans peut-être pour avoir tout fait. Peut-être à l'Uni, ça m'aurait pris 3 ans et puis voilà, et puis après je serais sortie. Mais en l'occurrence, j'aurais bien été à l'Uni par intérêt parce que je trouve ça intéressant, puis parce qu'on est bien soutenu, etc. Puis il ne faut pas l'oublier que c'est aussi des jolis papiers bien reconnus en Suisse, etc. Mais en l'occurrence, j'ai pas non plus de regret de comment je l'ai fait parce que je pense que j'ai amassé aussi énormément de connaissances. Parce qu'en fait, vraiment, on fait ces formations un peu débiles à coup de 3-4 mois, puis après, tiens, on te prend et puis on te balance un peu dans le truc, et voilà, débrouille-toi, quoi.
Et c'est vraiment comme ça que j'ai senti. Et je pense que, bon, c'est l'école de la vie. Hein. Franchement, on apprend mieux que ça, tu peux pas, quoi. Donc, peut-être juste le gain de temps, je dirais. À ton avis, pour commencer, pour être coach, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ou instruire au minimum? Quel serait le minimum requis s'il y en avait un pour commencer à coacher? Connaître ton anatomie. Ça me tue à chaque fois quand je vois des trucs. Des fois, je suis là, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le corps humain. Alors, certes, on n'a pas tous les mêmes insertions, on n'a pas tous les mêmes. Voilà, ça peut différer d'un corps humain à l'autre parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais vraiment, je trouve que connaître l'anatomie, déjà, ça fait gagner de nouveau du temps parce que mentalement, tu as le squelette dans la tête avec voilà, tous les muscles, etc., les articulations, tu sais où sont les tendons, tu sais où sont les insertions, etc. Je veux dire, c'est tellement un gain de temps que moi, je pense que si vraiment il y a un truc sur lequel il faut bâcher dès le début, c'est genre connaître ton anatomie, savoir comment le corps humain fonctionne, en fait, l'anatomie, la physiologie. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien appris quand j'ai fait ma formation de thérapeute en nutrition, parce que bah, c'est réglementé par la Suisse, par les institutions d'assurance maladie. Donc, ils sont quand même assez à cheval sur tout ce qui est anat, physio et puis pathologie aussi. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Je dis franchement, si tu veux être un bon coach, anat, physio, patho, c'est le minimum, quoi. Bosser avec le corps humain, en fait. Et tu as des ouvrages à recommander dans ces domaines-là que peut-être certaines personnes qui n'auraient peut-être pas fait la même formation en nutrition que toi auxquelles ils pourraient avoir accès s'ils voulaient approfondir un petit peu leurs connaissances dans ce domaine-là? Ouais, bien sûr. Après, là, comme ça, de tête, j'ai pas le nom nom, on l'appelait le Tortora. Donc, je sais pas exactement. Je crois que c'est le nom de l'auteur, Tortora. Et en gros, c'est un bouquin Comac sur la natte et la physio. Et c'est assez cool. Franchement, quand tu vois le truc, t'as juste pas envie t'as juste envie, pardon, de le feuilleter. Mhm. Mais genre, c'est vrai que c'est massif. Je veux dire, moi, il y a encore aujourd'hui, j'ai fini ma formation complète en décembre. Mais il y a encore aujourd'hui, j'y retourne dans ce livre, en fait, parce qu'il y a toujours des moments où, ah tiens, attends, je me souviens d'un truc, puis je veux vérifier. Après, il y a aussi un ou deux sites, je trouve, qui sont hyper bien faits, surtout d'un point de vue suisse, pour tout ce qui est pathologie, en fait. Et mince, j'ai un doute maintenant sur le nom. Euh, Ça va me revenir. Mais du coup, en gros, il y a aussi un bon site que je pourrais te donner si jamais tu veux le Mhm. mettre en lien en plus. Et ça, Avec plaisir, franchement, ouais. pour la patho, ça, c'est super cool parce qu'en fait, tu as vraiment le côté où en fait, tu tapes le nom de la pathologie et puis tu as tout qui te sort. Et puis, tu as la version pour le grand public et tu as la version pour les professionnels de la santé. Donc, pour le grand public, c'est vraiment pour que ça soit digeste l'information pour le patient, par exemple, pour sa famille ou autre. Et puis, il y a aussi la partie professionnelle de la santé et ça va plus en détail. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce qu'il n'y a pas une maladie qui n'est pas là-bas dedans. Et c'est vraiment, on se référait beaucoup à ça pour la formation. Donc ça, c'était cool. Mais après, en l'occurrence, le Tortora est vraiment, c'est une base. Enfin, faut l'avoir dans sa bibliothèque. C'est juste normal, quoi. Mhm. Depuis que tu as commencé à coacher, quelles sont les perspectives pour toi qui ont changé le plus par rapport à que ce soit des méthodes de travail, certaines approches avec certains clients, des choses que tu pensais savoir peut-être quand tu as commencé et tu te rends compte maintenant que c'était peut-être pas le cas ou pas autant que ce que tu pensais? Il y a tant de choses. Encore aujourd'hui, je me remets en question pour plein de trucs. Euh, Quand on bosse avec des humains, enfin, je pense qu'il faut constamment se remettre en question. Comme je l'ai dit avant, on est tous tellement différents que du coup, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va fonctionner pour quelqu'un et puis ça fonctionnera pas pour l'autre personne. Après, je pense que ce que j'ai vraiment compris, ça répond oui et non à ta question, mais ce que je pense que j'ai vraiment compris, c'est que il faut pas s'arrêter à ce qu'une seule personne dit. Enfin, moi aujourd'hui, je peux réfuter 1000 fois les hypothèses ou même simplement les informations que j'ai reçues dans mes formations. Je peux leur dire aujourd'hui, bah non, en fait, c'était pas ça. Moi, on m'a appris comme ça, mais en fait, finalement, je découvre que non, tu vois. Il y a des tas de mythes sur la nutrition, il y a des tas de mythes sur le sport en général. Euh, Après, en l'occurrence, si on peut partir pour la réponse que je devrais te donner, si on peut partir dans ce sens-là,
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de patience avec tout le monde. Je n'étais pas du tout patiente et ce métier m'a appris la patience. Je bosse avec beaucoup de personnes âgées. C'est vraiment ma clientèle que j'apprécie bosser beaucoup avec la clientèle un peu âgée, etc. Les Golden Age, comme on les appelle. Et parce que c'est ceux qui ont plein de problèmes, justement, et ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage quand ils viennent travailler ici, en fait, quand ils viennent bosser, s'entraîner, tout ça. Et c'est vrai qu'avec eux, j'en apprends tous les jours, quoi, parce que tout d'un coup, c'est un bobo, puis finalement, ils avaient mal ici, puis maintenant, c'est aller sur la gauche, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est toujours me remettre en question. Après, voilà, je pourrais t'en citer 1001 mythes et autres que j'ai entendus sur la nutrition et le sport. Et c'est vrai que c'est un truc de dingue, finalement. C'est un truc de dingue. Et puis, c'est là où tu vois à quel point le corps humain, il est ouf, quoi, parce que tout le temps, il y a des nouvelles choses. Puis d'ailleurs, je veux dire, la formation que j'ai faite il y a peut-être 3-4 ans, elle est peut-être plus valable aujourd'hui, tu vois, dans le sens où il y a tellement de choses qui ont changé. Alors oui, certes, ton anatomie, ton fémur reste ton fémur, ton quadriceps reste ton quadriceps. Mais tu vois, on apprend tellement de choses maintenant, je veux dire, sur tout, quoi. Et c'est ça qui est cool, je trouve, parce qu'en fait, c'est là, je trouve, que la différence par rapport à l'époque où je faisais toutes mes formations, c'est que là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un flux d'informations qui est assez cool et de plus en plus de qualité, en fait. Et ça, c'est super cool, surtout dans le domaine fitness, hein, parce qu'au final, c'est vraiment, ça regroupe un peu tout ce dont on parle. Mais je trouve ça assez cool. Il y a des gens qui font vraiment des trucs hyper sympas et vraiment, en fait, en plus, digestes. Moi, j'ai horreur quand ça me prend la tête et puis je dois relire 6000 fois la même chose, alors que bam, 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 je t'ai fait un petit graphique, un truc, et tu as compris. Et ça, c'est super. Je trouve ça, c'est vraiment bien. Donc, je pense un truc aussi que j'ai bien appris, et puis ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu une claque dans ma gueule, si je puis dire. Désolée, je suis un peu vulgaire des fois. Tu peux, tu peux. Mais du coup, un truc que j'ai bien appris, c'est que, en fait, on sait pas tout. On n'a pas la science infuse, en fait. On n'est pas. Des fois, j'ai un peu ce côté où j'aimerais être plus écoutée. Puis mes clients vont continuer à écouter leur médecin, alors que le médecin, il ne fait pas forcément de renforcement musculaire, il ne fait pas forcément de sport, il ne fait pas forcément attention à son alimentation. Mais du coup, d'être plus patient par rapport à ce niveau-là, que voilà, moi non plus, je ne sais pas tout, comme le médecin de mon client Y ne sait pas tout. Trouver plus une synergie ou quelque chose, voilà, essayer de collaborer, c'est peut-être plus quelque chose comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier, et ça, je trouve c'est un peu dommage et j'espère que ça va changer. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que nous, en tant que coach, en tant que personal trainer, on reste un métier de service, malheureusement, et pas assez encore mis au rang de professionnels de la santé. Ça commence à venir, hein, c'est vraiment, ça se met en place de plus en plus. Mais c'est vrai que, comme tu disais avant, des fois, les gens ils disent « Ah, t'es coach, c'est sympa, tu fais quoi à côté ?» Parce qu'en fait, pour eux, on dirait que t'es, comment tu dis, ouais, un peu animateur de Club Med finalement. Et c'est pas, enfin, quand tu prends vraiment à cœur ton métier, puis que tu as des connaissances, puis que tu sais comment fonctionne le corps humain, puis comment ça se passe et tout ça, je veux dire, j'ai suivi des formations qui ont été données quand même par pas mal d'infirmières, par pas mal j'ai eu un médecin aussi une fois qui nous a donné un cours, etc. Je veux dire, on a quand même des transmissions d'informations, de connaissances et de savoir de personnes qui sont considérés comme professionnels de la santé. Et ça, c'est un truc que j'espère qu'il va changer, mais du coup, il faut des fois que je me rappelle un petit peu que, voilà, calme-toi, Vic, pour l'instant, ils sont juste venus parce qu'ils voulaient que tu les aides à perdre du poids, pas parce que ils ont une hanche qui sont un peu bloquées, puis tout d'un coup, ça se répercute sur la cheville, puis machin, puis truc. Moi, c'est ça qui me branche, c'est clair. Mais au final, le gars, il est quand même venu, ou la nana est venue de base me voir parce qu'elle a besoin de perdre 5 kilos, tu vois. Et ça, je l'oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut que je me le rappelle de temps en temps, quoi. Si on reste dans le domaine du sport et des formations continues que tu as faites ou complémentaires que tu as faites, quelles ont été celles qui t'ont influencé le plus dans ta façon de coacher aujourd'hui? Alors, je vais en dire une déjà parce que je trouve que c'est assez marrant. J'y pense souvent en plus, hein. C'est ma formation de cours collectif. C'est hyper bête, mais à part ça, si quelqu'un a fait une formation de cours collectif,
faire les vidéos Skype pendant le confinement, c'était le top. Hein. Parce que du coup, au niveau verbal, on était au taquet. On savait exactement ce qu'il fallait dire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc, on ne se rend pas trop compte. Parce que là, ce que tu vois, si je te dis formation de cours collectif, tu me vois juste faire du step, des trucs comme ça, suivre la musique, le musical, machin, je sais pas quoi. Oui, on a appris ça, clairement. Mais on a aussi appris à pas bouger, rien faire et dire avec la parole ce que les gens devaient faire d'un point de vue voilà, du corps. Plie ton genou, va en direction de la pointe des pieds, tac, machin, tu redresses le torse. Tu peux dire 1000 choses et ça veut dire 1000 choses différentes, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vrai qu'on a été vachement bridés par rapport à ça. Et ça, j'ai un exemple de ça tous les jours. En fait, je vois ça tous les jours, surtout maintenant avec le Covid et tout ça. C'était un peu le truc à faire. On touche plus trop les gens. Il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques que d'autres. Donc voilà, il faut aussi respecter ça. Et je pense que vraiment, la formation qui m'a le plus marqué, ma formation de thérapeute. Parce que même après 2 ans et demi, j'ai l'impression que je ne sais pas encore tout. Et pourtant, j'en ai mangé. J'en ai mangé de stanat, de physio, la nutrition, la pathologie avancée. J'en ai mangé des infos. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la pointe de l'iceberg. Et j'ai raison, en fait, finalement, parce que tous les jours, on en apprend des nouvelles. Et c'est dingue, en fait. C'est vraiment dingue. Mais ça reste quand même la formation, pour moi, la plus complète que j'ai eue. Et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens en confiance réellement pour traiter avec des gens qui sont, par exemple, blessés ou qui ont des petits bobos. C'est bête, hein, mais qui n'a pas déjà eu mal au dos? Qui n'a pas déjà eu mal au dos? Qui n'a pas déjà eu j'ai le genou un peu qui démange là. J'ai fait un squat un peu trop, voilà, ça me démange un peu. Je veux dire, ça, c'est vraiment des trucs, c'est tout ce que j'ai appris en anat physiopatho. Franchement, je me le répète 6000 fois là, mais c'est clairement ça qui m'a le plus aidé en tant que coach, quoi. Et pas du tout les formations fitness que j'ai fait au début. C'était un peu une introduction, on va dire, plus qu'autre chose. Et tu l'as fait tout cette formation-là, juste pour que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils puissent la trouver? Ouais, c'est l'école. Alors aujourd'hui, ça s'appelle TCMA. Elle est à Carouge à Genève. Non, à Carouge, aux Eaux Vives à Genève. Et et en fait, le directeur, c'est Manuel Fuchs. Et je pense que c'était un des meilleurs profs que j'ai eu de ma vie, hein, parce que ce gars, il a une connaissance genre de dingue. Ce qui est hyper cool avec cette formation, c'est que pour la nutrition, hein, seulement parce qu'ils font aussi le massage, mais la nutrition, tu peux la faire en ligne. Canat, physio, patho, tu es très bien accompagné à côté, hein, aussi, bien sûr, parce que simplement tu es en ligne, tu peux vraiment avoir de l'aide de la part des profs et tout ça. Et ouais, et puis Manuel Fuchs, c'est vraiment un puits de science, donc ça, elle est vraiment top. Après, moi, je connais que celle-là, donc je sais qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bien, mais TCMA à Genève, aux Eaux Vives. Si on parle maintenant de ce que tu as appris là-bas, donc tout ce qui est nutrition, donc on va parler nutrition appliquée, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là avec tes patients ou avec tes clients? Est-ce que tu le fais quoi qu'il arrive? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends un petit peu plus de temps à amener pour certains que pour d'autres? Comment est-ce que tu procèdes par rapport à ça? Bah moi, j'explique toujours aux gens. Moi, je me base pour la salle ici, j'ai 4 piliers fondamentaux. Il y a le mouvement, il y a la nutrition, il y a le sommeil et puis il y a le stress, enfin, tout ce que j'appelle stress du quotidien. J'essaye toujours avec mes clients de les sensibiliser par rapport à ces 4 sujets-là au minimum, parce que je pense que c'est le strict minimum pour avoir une vie en bonne santé. Après, au niveau nutrition, je me suis retrouvée un peu face à un mur ces derniers mois parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses théoriques, hein, mais malheureusement, je n'ai pas encore assez bien appris à faire de l'application en réel. On a eu quelques cas pratiques, ça c'est clair, mais finalement, les cas pratiques, même en cours, n'ont rien à voir avec ce que tu revois en réel, en fait, parce que c'est pas de la mise en scène, c'est du vrai, tu vois. J'ai régulièrement des gens qui viennent vers moi juste pour le sport et puis qui se font déjà suivre par une nutritionniste ou un nutritionniste à côté. Moi, j'ai pour principe de jamais interférer sur le travail de mes collègues et homonymes nutritionnistes, diététiciens, parce que moi-même, je n'apprécierais pas. Que j'essaie de faire quelque chose avec un client, un patient, et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui vient puis qui lui donne un autre truc, ça fausse tout le processus. Donc, je laisse toujours faire.
Mais après, voilà, par exemple, là, ça m'est arrivé avec 2-3 clientes. J'ai laissé faire. Puis moi, je prends quand même pas mal de mesures, je prends pas mal de choses pour voir la progression des gens. Donc, que ce soit au niveau des charges, au niveau des mensurations, au niveau du poids, des photos, etc. Je prends quand même pas mal d'informations. Et c'est vrai que quand on n'a que le sport en main, que je peux que gérer le sport, la nutrition, c'est hyper important, c'est primordial. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui vont voir des nutritionnistes et des diététiciens. Attention, je ne veux pas critiquer, mais c'est vrai que c'est souvent de, voilà, je te donne ça et puis je te laisse te débrouiller, on se revoit dans un mois. Et moi, des fois, je suis abasourdie de voir ça parce que je suis là, mais en fait, tu la revois pas, elle t'appelle pas entre-temps, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas quelque chose. Non, non, et tout. Et du coup, il y a eu, pour 2 clientes, là, sur le début de l'année, j'ai dit, écoute, je suis désolée, mais en fait, moi, je vais avoir besoin de prendre en main ta nutrition parce que ça joue pas. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Et moi, je mets beaucoup, beaucoup l'accent, que ce soit pour la nutrition, le sport, que ce soit mes clients qui viennent en salle ou les suivis à distance, que j'en fais beaucoup aussi. C'est la communication et c'est le suivi. C'est hyper important. Les gens, ils ont besoin d'être soutenus. Sinon, ils ne viendraient pas nous voir. Enfin, je trouve, les informations que tu leur donnes, techniquement, ils peuvent les trouver autre part. Ils ouvrent un bouquin, ils ouvrent Internet, le bon site, attention, et ils trouvent les informations. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un qui soit derrière eux, qui soit là. Alors, c'est bon, t'as fait. Alors, ça joue. Alors, t'as fait. Alors, machin. Et ils ont besoin d'être accompagnés comme ça. Et c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, ça, c'est un truc, je trouve, que malheureusement, après 2 ans et demi, on a eu beaucoup d'autres choses à faire, mais on n'a pas assez fait, je trouve, de poursuivre un peu les gens, j'ai envie de dire. Après, le truc aussi que je trouve en nutrition qui est hyper important et je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul dessus. Sur Instagram, il y a 2-3 nanas qui font des choses hyper bien à ce sujet-là, c'est le comportement alimentaire. Je dis pas le trouble du comportement alimentaire, je dis le comportement alimentaire. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la nana, elle mange pas de toute la journée, puis tout d'un coup, elle a une méga fringale en fin de journée à 1h du matin. Véridique, hein, j'ai une cliente comme ça. Quand je discute avec elle, en fait, il s'avère que voilà, elle aime bien manger, mais elle a peur de grossir. Voilà. Et il faut qu'on aille chercher là-dedans. Mais pourquoi tu as peur? Il faut essayer de rassurer la personne, il faut lui expliquer, il faut lui dire c'est des êtres humains avec qui on bosse. Donc, ils ont les mêmes peurs et les mêmes doutes et voilà, les mêmes craintes, les mêmes espoirs que plein de gens. Donc, il faut essayer de se rapprocher, il faut être hyper empathique et comprendre en fait pourquoi et essayer de se faire aussi au comportement. Cette cliente, elle a été voir une diététicienne ou une nutritionniste, je ne sais plus quoi exactement. Le nutritionniste lui a dit alors vous devez manger 3 repas par jour, puis 2 snacks, puis machin, puis truc, alors que la nana, elle mange 1 fois le soir. Voilà, on se revoit dans 1 mois et demi. D'accord, mais du coup, en fait, je lui ai dit, mais t'as fait tout ça? Elle me dit, non, mais c'est un peu compliqué le matin de manger, puis en fait, j'ai pas forcément très faim, puis etc., etc. Puis finalement, il s'avère que c'est pas qu'elle a pas forcément faim, c'est qu'elle a peur de grossir. En fait, il s'avère que au lieu d'aller step by step, lui dire, OK, ce jour-là et ce jour-là, on fait du sport ensemble, donc essaye d'avoir peut-être au moins 2 repas dans la journée plutôt que 1. Et en fait, petit à petit, ça s'installe et ça se fait. Mais je veux dire, on ne peut pas juste leur donner les infos, leur donner les PDF, puis tiens, vas-y, débrouille-toi. C'est hyper important de comprendre le comportement de la personne, de savoir quel est son lien avec la nutrition, avec l'alimentation, et puis aussi d'être empathique et puis d'y aller mollo, quoi. Il y a des gens qui ont besoin vraiment d'y aller mollo. C'est vraiment très beau de savoir ça. C'est bien, mais pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire aller très très doucement. Voilà, exactement. Il faut y aller doucement parce que, je veux dire, alors il y a des gens, hein, tu peux leur envoyer les infos, 2-3 personnes, voilà, j'ai envoyé les infos 2 mois et puis c'était bon, c'était bouclé, tu vois, ils avaient compris tout le truc. Et il y a des gens, ils ont besoin d'un peu plus de soutien, ils ont besoin d'être mieux accompagnés et puis c'est comme ça, chaque personne est différente. Et ça, je pense vraiment, du coup, je répète, le comportement alimentaire, donc la manière qu'on a l'attitude envers l'alimentation, comment on mange, etc. Pourquoi est-ce qu'on mange comme ça? Pourquoi est-ce qu'on mange 1 fois dans la journée et pas 3 fois, etc. Il faut essayer de comprendre. Et il n'y a pas de règle universelle. Je veux dire, le coup de « Ah non, mais le petit-déj, c'est super important le matin. » Oui, il va expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas mangé de petit-déj pendant 1 an et demi, tu vois, qui a peur de grossir, qui a peur de ci, qui a peur de ça, ou qui n'a pas envie de faire ça, ou qui finalement fait un job de nuit, etc. Enfin, je veux dire,
faut essayer de comprendre un peu tout l'être humain en général. Et puis, c'est une personne avec qui on discute. Donc, faut essayer de comprendre comment elle fonctionne derrière. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est presque, t'as presque t'as pas besoin de savoir grand-chose côté nutrition. Par contre, niveau psychologie, niveau changement de comportement, c'est là en fait où est faite toute la différence. Euh, pour, alors, j'ai pas fait ta formation et j'ai pas fait celle que je vais citer non plus, mais j'ai eu énormément de très très bons retours de personnes qui ont fait la formation de Precision Nutrition, qui est en anglais, mais qui est en gros très très peu centrée sur la nutrition et très très centrée sur le changement de comportement. Et donc, comment apporter ces changements de manière progressive, de manière adaptée, comme tu l'as dit à la personne. Il y a certaines personnes qui peuvent changer 2-3 trucs dans leur routine chaque jour d'emblée. Il y en a d'autres, ça va être une chose et on va se focaliser sur une petite chose. Comme tu as dit, la personne avec qui tu as travaillé, comme tu as dit, passer de un repas à deux, c'est peut-être le premier objectif et ça peut se faire certainement pas sur une semaine, ça va prendre quelques semaines. Une fois que ça c'est bon, qu'on arrive à lui montrer que tu vois, tu prends pas de poids et tu manges un petit peu plus, donc on va encore en rajouter un et on va regarder ce qui se passe et vraiment prendre le temps. Comment est-ce que tu procèdes en termes de communication avec les personnes que tu suis pour pas que ça se tourne non plus en babysitting, parce que il y a cette comment dire ça, il y a cette barrière, c'est pas une barrière, ça peut aller un petit peu trop loin, je trouve, en termes de quand tu essaies de quand on fait un petit peu trop pour la personne et il n'y a pas grand-chose en retour. Donc, comment est-ce que tu trouves le juste milieu et que tu communiques par rapport à ça? Alors, je me suis fait avoir plein de fois par ça d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que je fais ce métier par passion. Hein. Puis d'ailleurs, quand les gens m'entendent parler, le premier truc qu'ils me disent, ah ouais, t'es passionnée en fait. Oui, effectivement, désolée. Mais du coup, comment est-ce que je mets la barrière? Je t'avoue que j'ai pas encore nailed le truc enfin, j'ai pas encore trop réussi à mettre un truc en place particulier. C'est du très au cas par cas. Après, en l'occurrence, un des meilleurs trucs que j'ai fait, c'est avoir un téléphone professionnel. Ça, c'est genre le truc ultime. Vous êtes coach, prenez un autre téléphone, pas votre téléphone privé. Arrêtez de faire avec votre téléphone privé. C'est hyper important. Ensuite, j'essaie de communiquer un truc assez bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un dans un de tes podcasts qui l'a dit très bien. Moi, je donne les connaissances. Moi, je donne l'accompagnement. Je veux bien être la nana qui est là et qui booste et puis qui dit aussi c'est pas grave, on n'est pas arrivé encore, mais on va y arriver, etc. Je suis une coach, je suis là pour motiver aussi. Mais les gens sont responsables d'eux-mêmes. Je veux dire, à moins que tu bosses avec des mineurs ou des gens plus jeunes, les gens sont adultes, sont majeurs, vaccinés, tout ça. Pardon, vaccinés, non, je ne sais pas. Mais bref, c'est normalement ce que je dis. Ils sont majeurs et ils sont responsables de leurs propres actes. Et je crois que j'ai encore eu le discours hier avec une cliente et elle me dit ah ouais, du coup, machin, il y a eu ça n'a pas joué, puis c'était foutu la journée. Du coup, j'ai rien fait, j'ai pas compté, j'ai pas machin, j'ai pas truc, parce que moi, j'utilise une application pour le suivi alimentaire. Sauf s'il y a trouble du comportement alimentaire, ça, je ne le fais pas. Mais du coup, puis je lui dis, bah, en fait, le truc, c'est que non, c'est pas foutu. Il faut le faire, il faut que tu y ailles et il faut que j'ai dit, il faut que tu puisses te faire confiance, il faut que tu puisses compter sur toi-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est comme si tu étais avec quelqu'un et que tu devais pouvoir compter sur cette personne. Cette personne, c'est toi-même. Donc, il faut que tu puisses lui faire confiance et que tu puisses prendre les rênes de la chose. J'ai dit parce qu'après, on ne peut pas se retrouver quand on se fait les mesures et que tu es là, je n'ai pas perdu de poids. Oui, mais en même temps, ce jour-là, puis ce jour-là, tu étais là en mode ouais, bah du coup, c'est foutu, je ferai demain un peu mieux. Bah, dans ce cas-là, le jour de la pesée, le jour des mesures, le jour où on prend les mensurations, bah, je te dirais pareil. Ouais, ce jour-là, on verra le mois prochain. Et en fait, j'ai été un peu crue, je pense, avec elle, même si je trouve que maintenant que je m'entends parler, ça va, je trouve que c'était pas non plus hard. Mais en l'occurrence, il y a des fois, des gens, ils ont besoin juste d'un tout petit peu leur dire, voilà, ok, je suis sympa et tout, mais je suis là pour t'aider. On est là pour un objectif. Moi, je reste quelqu'un, je fais de la diète flexible, donc c'est pas quelque chose qui est restrictif. Je déteste la restriction. Je suis quelqu'un qui est là, qui est cool, on se marre, j'aime bien faire des blagues, en plus et tout. Des fois, je suis pas drôle d'ailleurs, mais en l'occurrence, je suis sympa et tout. Mais au bout d'un moment, il faut bosser. Tu es là, moi, j'ai des comptes à te rendre, j'ai des choses pour toi, je te dois des choses, mais toi, tu me dois aussi derrière de suivre.
Parce que je te fournis de l'énergie, tu me fournis aussi de l'énergie en retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est un échange d'énergie. Et je trouve que c'est hyper important de responsabiliser les gens. Et ça, c'est d'ailleurs un truc qu'au fil des années du coaching, j'ai vraiment appris. C'est que moi, je peux donner tout ce que je veux. Si les gens derrière ne suivent pas, ne font pas un minimum, je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Parce qu'au bout d'un moment, on n'habite pas avec eux, on n'est pas dans leur cuisine, on n'est pas dans leur quotidien. Au grand, si on a de la chance, on les voit peut-être 3-4 fois dans la semaine. Si on a de la chance, mais il y en a, on les voit qu'une fois, 1 heure. Donc, ok, moi, je prends beaucoup de temps pour écrire des messages, des WhatsApp. D'ailleurs, j'insiste vraiment avec mes clients. Je dis, s'il y a un truc, si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, j'ai WhatsApp, j'ai un téléphone exprès pour ça. Il faut m'écrire parce que pour moi, c'est hyper important. Je n'ai pas envie que tu reviennes la semaine d'après et que tu me dises « Ah ouais, mais du coup, je ne savais pas comment faire, donc en fait, je n'ai pas fait. » Donc, je veux juste être sûre que, voilà, moi, je veux bien backup derrière, mais il faut qu'il y ait l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Si une personne vient te voir et que, on va dire, dans un monde idéal, qu'elle est prête ou qu'il est prêt à tout mettre en place, pour toi, comment tu abordes la nutrition de manière générale? Quels sont les piliers qui vont faire qu'on puisse vraiment exceller dans ce domaine-là? Alors, moi, je me vois plus que comme quelqu'un qui donne un régime ou autre. Voilà, après, quand je parle de régime, je parle de diète, donc je parle de méthode, de mode de fonctionnement au niveau alimentaire. Je ne parle pas de régime extrême, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des régimes, je me vois plus comme une enseignante, en fait, comme une prof. Je me vois plus comme quelqu'un qui dit, bah voilà, tiens, on va prendre ton alimentation. Par exemple, moi, quand j'ai un nouveau client qui arrive, avant qu'il vienne me voir, du coup, je fais tout un échange sur email et tout ça. Puis je lui dis, voilà, moi, j'ai besoin sur les 5 à 7 prochains jours que tu prennes note de ton alimentation. Et puis, le plus de détails possible. Il y a plein d'autres informations, l'humeur, la digestion, voilà, il y a beaucoup d'autres informations, mais en gros, c'est prendre note énormément de tout ce qui se passe dans ton assiette et puis autour de l'assiette. Et après, je lui demande de venir me voir et de m'apporter ça. Et en fait, littéralement, on passe un bon moment à passer à travers toute la feuille qu'il a remplie, ou qu'elle a remplie, du coup, je passe à travers chaque ça. Ok, là, tu vois, tu as mangé ça. Du coup, en fait, je t'explique, il y a un peu ça par rapport à sa alimentation, etc. Ça fait beaucoup d'informations. Il y a pas mal à emmagasiner, mais moi, je leur explique après. Je leur dis, voilà, moi, le truc, c'est que je ne vais pas simplement te dire, mange ça, tu vas maigrir. Je vais te dire, tiens, je te donne les infos, je t'apprends comment manger, je t'apprends qu'est-ce que tu as besoin dans ton assiette, je t'apprends quel aliment et quel aliment, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut plutôt, voilà, y aller de nouveau mollo. Mais en gros, j'essaie d'expliquer comme ça parce que je leur dis, moi, le but, c'est que je te donne ces informations ces prochaines semaines où on bosse ensemble, je te donne ces infos. Mais dans 6, 8, 10 ans, par exemple, je ne sais pas, c'est une cliente qui arrive, elle a 25 ans, je dis, imagine à 30, tu as des enfants, tu tombes enceinte, puis tu as de nouveau envie de perdre du poids derrière. Bah, si tu as appris avec moi comment manger, si tu connais le concept, si tu sais comment perdre du poids, etc., comment revenir à ta shape que tu avais de base, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un, tu as déjà toutes tes connaissances. Et c'est pour ça. Et moi, c'est pour ça que je me vois beaucoup plus comme une prof que comme une enseignante, ou appelle ça comme tu veux, que comme simplement nutritionniste, en fait. Parce que je pense, il y a une expression, non Oui, par rapport enseigner quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Enfin, en anglais, c'est comme ça en tout cas. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Je la connais jamais, cette expression. Mais en gros, je veux dire, c'est tout à fait ça et c'est logique. Mhm. Enfin, Ouais, soyons malins 2 secondes, tu vois. Et puis, il y a des gens, il y a des gens d'ailleurs qui me demandent, qui me disent ouais, mais moi, je préférais que tu me fasses un plan alimentaire. Moi, je leur donne un plan alimentaire. Puis après une semaine, je leur dis ça va, ça se passe bien. Puis, je pense, allez, 9 fois sur 10, c'est quand même compliqué parce que voilà, je peux plus trop sortir au resto, etc. Je dis voilà, maintenant du coup, tu es enclin à apprendre réellement ou tu vas continuer avec ton régime, etc. Et ça, je ne les laisse jamais faire plus d'une semaine. Hein. Mais en l'occurrence, c'est assez rare qu'on me demande ça si c'est des gens qui en fait sont très impatients, qui font ça, qui te demandent un régime, un truc écrit, prénoté. Et franchement, pour l'instant, avec la diète flexible, j'ai personne qui est jamais venu me dire
ah non, c'est chiant, c'est trop prise de tête. Alors oui, c'est une mise en route. C'est comme tout. Je veux dire, quand tu apprends à conduire, tu ne sais pas conduire le jour d'après, quoi. Faut prendre du temps, etc. Mais je dis toujours aux gens, je dis, c'est un gain de temps après pour la suite qui est dingue. Et tout ça, tu peux le transmettre à tes enfants, à tes amis, à ta famille. C'est des informations. Tu peux être la casse-bonbon du dîner du dimanche en famille qui t'explique pourquoi, en fait, il faudrait plutôt favoriser ça plutôt que ça, etc. Je veux dire, mais en l'occurrence, après, il n'y a personne qui peut t'enlever tes bons savoirs. Et ça, je trouve que c'est, enfin, pour tout dans la vie, en fait, c'est primordial. Et c'est vraiment marrant qu'il y ait cette résistance pour les gens à investir un petit peu d'effort et un petit peu de discipline pour un début, dans une nouvelle approche peut-être à la nutrition. Par contre, ils sont prêts pour ceux qui n'étaient pas actifs physiquement avant, ils sont prêts à aller à la salle 1 ou 2 fois par semaine, peut-être faire des choses à la maison, etc. Par contre, dès que tu commences à parler de nutrition et de faire des efforts là-dessus, en général, enfin, pas en général, ça dépend des personnes bien sûr, mais ça semble beaucoup plus compliqué de les atteindre de ce côté-là que ce qu'on doit faire pour qu'ils comprennent qu'ils doivent commencer à bouger pour se sentir mieux, quoi. Ah, faut avoir de la patience, hein. C'est un truc de dingue, mais ouais, c'est fou. Après, je pense que c'est comme tout, genre, enfin, c'est comme moi, au bout d'un moment, j'ai pas fait de sport, enfin, j'ai pas fait de sport. Je te dis que j'étais pas très sportive, mais j'ai quand même fait un peu de danse, j'ai un peu testé des trucs à gauche, à droite quand j'étais petite. Normal, on teste des choses pour voir si ça nous plaît ou pas. Mais en l'occurrence, enfin, moi, je sais qu'il y a eu au bout d'un moment, je fonctionne vachement comme ça. Quand j'en ai ras-le-bol, quand j'ai vraiment, j'en ai marre, puis voilà, là, c'est bon, j'arrête, c'est fini, là, je veux que ça change. Quand on veut vraiment quelque chose, mais quand je te dis vraiment, c'est vraiment au fond de toi, tu veux quelque chose, tu fais ce qu'il faut pour l'avoir. Et c'est des fois ce que je me suis pris des fois deux, trois murs avec des clients parce que ils sont là, ouais, mais machin, mes trucs. Et en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était un truc magique qui ferait changer 14 ans de mauvaises habitudes en 3 mois, tu vois. Et voilà, et c'est pas grave. Et je leur dis à bientôt parce qu'on va se revoir. Tu vas revenir un jour, puis tu vas être là, en fait, j'en ai vraiment marre. Et voilà, je sais que ça fonctionne, mais qu'il faut du temps pour que ça fonctionne. Donc, je suis prêt à bosser et puis à prendre le temps. Là, on parle. Mmh. Je me suis perdu. Je veux switcher un petit peu et parler un petit peu de l'aspect mental dans tout ce qui est entraînement. C'est un sujet que je sais qui te tient à cœur. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect-là des choses? Donc, on s'entraîne pour devenir plus fort, plus endurant ou simplement mieux apprécier la vie de tous les jours au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mental en parallèle à ça pour développer cette force aussi, mais entre nos deux oreilles, on va dire. Euh, en fait, je vais faire un peu le parallèle avec moi, ce qui m'est arrivé en changement de personnel, hein. Il faut savoir que moi, j'ai une vie familiale très compliquée. C'est pour ça que je suis partie quand même assez tôt de chez moi. Ma sœur est partie encore plus tôt de chez moi que ça. Enfin, bref, on a un modèle familial très, très compliqué. Moi, j'ai été victime et puis d'ailleurs, j'ai encore des petites séquelles aujourd'hui de dépression. Euh, j'ai vraiment, la dépression, au début, je me disais non, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi parce que c'est arrivé à quelqu'un de très proche dans ma famille de moi. Et du coup, je suis quelqu'un qui a un état dépressif assez facile. Il suffit qu'il pleuve et puis je peux être hyper triste. La moindre chose, en fait, peut me faire vraiment du mal. Je suis la première à pleurer quand un animal meurt dans un film. Je vois quelqu'un pleurer, je peux pleurer. Enfin, voilà, pour ça, j'ai toujours été hyper sensible et avec des états dépressifs. Donc ça, c'est un truc qui aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, mais il y a encore 2-3 ans, jamais j'en aurais parlé. La musculation, le renforcement musculaire, tout ce qui est fitness, ça m'a sorti de ça, très clairement. Ça m'a donné une force mentale que je n'osais pas imaginer. J'y travaille encore aujourd'hui, hein, à sortir complètement de ça et je ne sais pas si on est réellement guéri au bout d'un moment dans notre vie. S'il y a quelqu'un qui peut m'en parler, je suis partante, je suis preneuse. Mais dans le sens où j'ai jamais été une très bonne élève à l'école, hein. J'ai jamais été quelqu'un
qui excellait. Il fallait que je bosse hyper dur pour avoir le strict minimum. On peut parler de la fin de mon école. Enfin bref, c'était une catastrophe. Je suis passée à la ramasse. Vraiment, tu sais, quand tu as ces portes qui ferment, puis tu arrives, puis tu passes dessous. En gros, c'était un peu moi à la fin de mes années scolaires. Et puis en fait, du coup, j'ai jamais été quelqu'un qui arrivait à faire les choses correctement et qui excellait quelque part. Et en fait, le fitness, le sport en général, et je le dis ça tous les jours à mes clients, c'est un truc merveilleux parce que tu fais les choses et ça va mieux, et ça avance, et ça progresse. L'action apporte les résultats en fait. Et c'est pour ça, je trouve que c'est un truc qui est génial et ça change complètement la perspective, ça change ton état d'esprit en fait. Parce que tu dis, mais en fait, je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de faire quelque chose de bien. Je suis capable de m'en sortir et puis de réussir à fournir un travail et puis à avoir un résultat derrière. Et ça, c'est super. Ça, c'est super cool. C'est pas trop prise de tête. C'est facile. En plus, tu as le côté aussi un tout petit peu, tu te sens aussi mieux dans ta peau, etc. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé en fait. Quand j'étais dans cette phase un petit peu aussi où je savais pas trop où j'allais dans la vie, etc. Un peu ce gros boom de dépression qui m'était tombé dessus. Et puis on peut vraiment dire que genre le sport, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est un truc, et ça, je l'explique d'ailleurs tout le temps à mes clients. Je leur dis tout le temps, je leur dis, regarde, c'est un truc superbe. La semaine passée, on était à 15 kilos, je dis au pif. Hein. On est à 15 kilos. Là, aujourd'hui, on peut en mettre une barre à 22 kilos. C'est pas génial à part ça. C'est un truc de dingue. Tu faisais un truc, puis maintenant, ça progresse. C'est trop bien. Et c'est vrai que ça paraît bête comme ça. Mais mentalement, tu te dis, mais en fait, je suis vraiment capable de faire quelque chose. Et après, c'est peut-être parce que je ne suis pas tombée non plus sur les bonnes personnes. Je suis tombée sur 2-3 personnes dans ma vie, dans mes formations, peu importe, hein, toute formation confondue. Je suis tombée sur des gens qui voyaient que j'avais envie de réussir et qui m'aidaient parce qu'ils voyaient que j'avais la volonté, pas forcément le savoir et les connaissances, mais j'avais la bonne volonté. Et après, je suis tombée aussi sur des gens, sur des formateurs, sur des profs qui étaient pas du tout comme ça, qui voyaient juste quelqu'un qui en foutait pas une et puis qui essayait de s'en sortir coûte que coûte, alors que pas du tout en fait. J'essayais vraiment de m'en sortir à tous les moyens et ça, c'est un truc qui est hyper important, je trouve, dans le sport et qu'on devrait vraiment aller rechercher. Je pense que ça, c'est aussi un de mes projets sur le long terme, c'est de pouvoir collaborer avec un centre ou avec un professionnel dans le monde peut-être psychologique ou psychiatrique ou je ne sais quoi, et puis bosser avec des gens qui sont dans un état de dépression. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'ai été victime moi-même de dépression, donc du coup ça serait vraiment un truc que j'aimerais faire parce que je trouve qu'il y a tellement... Il n'y a pas le mot en français, mais le mot en anglais c'est empowering. Je trouve que c'est tellement... ouais, tu te sens renforcé en fait. Tu te sens vraiment fort et je dirais pas invincible, mais c'est pas loin quoi. Tu as ce côté un petit peu en fait, je peux faire n'importe quoi et je vais y arriver. Tu gagnes cette confiance en toi et je trouve que c'est hyper enrichissant puis important en fait de se sentir comme ça dans la vie. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui... tu m'interromps si je parle trop. Il y a beaucoup de gens... il y a beaucoup de gens qui sont... Je prends un exemple tout con, hein, parce que je l'ai vu au fil des années. Ils sont pas bien dans leur job. On en parle. On peut en parler. Ils sont vraiment pas bien. Ils se sentent pas bien et ils se sentent impuissants. Ils se sentent impuissants parce qu'ils se disent en fait, j'ai que cette solution, il n'y a pas d'autre échappatoire, je suis bloquée ici, etc., etc. Tu sais, le plus beau compliment que j'ai eu avec une cliente qui était venue me voir, elle était venue me voir à Genève quand je travaillais encore à Genève. Elle était venue me voir puis elle m'avait dit, elle était venue me voir elle s'était accordé 2 ou 3 mois, je sais plus, pour perdre du poids. Je crois qu'elle devait perdre 12 kilos pour son mariage. Et moi, j'avais été honnête avec elle dès le début et je lui avais dit, écoute, on va faire ce qu'on peut, mais je te cache pas que c'est pas sain de faire comme ça et c'est peut-être pas réalisable. Il faut t'attendre à ce que ça soit pas l'effet escompté. Je préviens toujours, hein, je préfère parce que plutôt que les gens soient pas contents. Et à la fin, en fait, il s'avère qu'elle a vécu aussi plein de trucs sur ces 2-3 mois, le stress du mariage, machin. Et elle arrive vers moi, puis elle me dit, je pense qu'elle avait dû perdre 3 ou 4 kilos, je sais plus, hein, un peu plus, 6 kilos, je crois, elle avait perdu 6 kilos. Et elle me dit,
Elle m'a dit, elle m'avait écrit un mail et c'était la plus belle réussite franchement en tant que coach. Elle m'a dit, tu sais, j'ai peut-être pas perdu tout le poids que je voulais avec toi, mais en attendant, ça m'a changé la vie. Parce qu'en attendant, elle avait un job qu'elle détestait, elle a démissionné parce qu'elle se sentait forte. Elle se sentait bien dans sa tête. J'ai démissionné, j'ai décidé que c'était bon, que c'était fini, j'en avais marre. Je suis allée voir ailleurs, j'ai commencé la formation que je voulais faire depuis des années et tout ça parce que j'avais confiance en moi en fait. Et genre, franchement, je pense que j'ai pleuré ce jour-là parce que j'étais là, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Tu sais, des fois, j'ai un peu honte de le dire et puis je le pense un peu tout bas, mais je suis là. En fait, moi, j'aime tellement changer la vie des gens, changer le monde en fait. En général, j'ai l'impression d'être un peu une de ces nanas qui font les concours de beauté, la paix dans le monde. Mais dans le sens. Mais du coup, non mais vraiment. Mais du coup, en fait, c'est con, mais j'ai vraiment envie de changer la vie des gens et c'est pour ça que je fais ce métier-là. J'ai encore quelques jours mon client qui m'a écrit, il me dit, il était malade la semaine passée, donc on s'est pas beaucoup vu, puis ça l'énerve quand on se voit pas souvent parce qu'il sent le besoin, tu vois, de faire du sport et tout ça. Et il m'a écrit, il me dit, je voulais te remercier aujourd'hui, je passe mes 40 ans en pleine forme grâce à toi. Genre, s'il te plaît, c'est pas genre le meilleur compliment qu'on peut te faire. C'est genre, enfin, je veux dire, je me tape t'as perdu combien de kilos? C'est super, c'est génial, c'est un bon truc, c'est un bon début, c'est un bon objectif, c'est un joli progrès. Mais quand ça bouge autre part que sur ton corps, quand ça a un impact sur l'énergie que tu dégages dans la vie, dans ton entourage, que demande le peuple? Ouais. Et ça revient à ton point précédent sur l'idée qu'on est un petit peu plus que juste des personnes qui offrent un service et on a vraiment le potentiel d'avoir un impact considérable sur la vie des gens, même si c'est à raison d'1 heure par semaine. Parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas juste l'heure de sport que tu vas faire avec cette personne-là. Ce n'est pas juste les kilos en moins qu'ils vont avoir ou les kilos en plus qu'ils vont avoir sur la barre, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et comme tu l'as très, très bien dit au début, les quatre aspects, le mouvement, la nutrition, le stress et le sommeil, c'est vraiment fondamental. Et si on peut déjà les éduquer un petit peu sur ces différents aspects, qui sont vraiment tous les aspects de la santé, hein, pour être très, très clair. Et si on peut leur apporter quelque chose dans ces domaines-là et qui peuvent ensuite les appliquer dans leur vie de tous les jours, que ce soit avec nous pour toujours ou pas. J'aime toujours dire que mon objectif, qui est pas un bon objectif au niveau business, mais de les rendre indépendants. Et donc, si quelqu'un me dit après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, écoute, c'était super, mais j'ai décidé de faire mon propre chemin, il n'y a pas vraiment mieux parce que ça veut dire qu'on a pu, comme on disait avant, apprendre à la personne à pêcher elle-même et qu'elle n'a plus besoin maintenant de notre aide tous les jours pour l'accompagner et qu'elle peut vraiment voler de ses propres ailes, se sentir bien. Et comme tu l'as dit, ce qui est super avec l'entraînement, c'est que c'est un retour qui est quasi garanti sur investissement. Si tu fais pas, si t'es pas, j'allais dire si tu n'es pas débile, non. Si tu ne fais pas des choses qui sont débiles et que tu travailles bien et que tu t'appliques et que tu apprends et que tu essaies toujours de t'améliorer, tu vas avoir des retours sur ton investissement d'énergie, en temps financier, tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est que tu retrouves quasi nulle part ailleurs, dans le sens où si tu travailles, garanti, tu vas avoir les résultats. Après, c'est clair qu'il faut être prêt à bosser. Ouais, exactement. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Après, c'est vrai que, et comme tu dis, c'est pas forcément très bon pour le business, mais en l'occurrence, tout bon coach souhaite ça à son client, d'être autonome. Moi, je sais qu'il y a des clients qui pourraient très bien là demain me dire, ok, c'est bon, je peux arrêter le coaching avec toi. J'ai eu le retour que j'avais besoin. Et il y a des gens en fait qui simplement, ils pourraient le faire, mais ils le font pas, ils continuent parce qu'en fait simplement ils ont besoin d'aide, de soutien par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi ça. Nous, on est aussi beaucoup un soutien. On est là pour structurer. On est des pros de l'organisation. On est des pros de la structure. Enfin, on essaye en tout cas. Je veux dire, c'est aussi là, en fait, des fois qu'ils viennent nous voir et puis qu'ils nous demandent de l'aide. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ils ont besoin de… C'est un peu comme si tu déléguais, en fait. Tu délègues cette partie-là de ta vie à quelqu'un et puis c'est ce quelqu'un, tu as un rendez-vous avec tous les temps de temps avec cette personne et vraiment, encore d'hier soir, je discutais de ça avec des clients et ils me disaient en fait, le truc, c'est que faire ça à la maison, jamais, jamais.
et je viens parce que j'ai un rendez-vous et puis parce que je peux pas me défiler, parce que je sais que j'ai ce rendez-vous-là, il y a quelqu'un qui m'attend. Et c'est un truc, c'est nouveau. J'ai pas le terme en français. Tu pourras me dire si toi tu l'as en français. C'est accountability. Et je trouve qu'ils doivent être. Ouais, il n'y a pas de manière vraiment. Ils doivent rendre des comptes en fait. Voilà, ouais, c'est un peu rendre des comptes à quelqu'un. C'est exactement ça. Et dans le bon sens du terme. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi ça que je trouve que les coachs peuvent apporter en fait énormément aux personnes qui en ont besoin, quoi. Côté sommeil et stress, comment est-ce que tu conseilles tes clients et tes patients de ce côté-là? Alors, côté stress, je vais commencer par le côté stress. Côté stress, en fait, c'est au cas par cas. Ça dépend des personnes. J'essaie de le faire vraiment en douceur parce que ça tire presque sur du psychologique. Enfin, c'est très psychologique, c'est très personnel, c'est mental. Tout le stress, temps part de là. Et puis, on se le fait souvent très tout seul, le stress. On amplifie en fait à des petites doses de stress qu'on reçoit. Et j'ai beaucoup de clients qui travaillent dans le milieu bancaire. Et honnêtement, jamais de ma vie, je vais bosser dans une banque. Pas parce que le coaching, c'est le meilleur métier du monde, mais tout simplement parce que je vois les gens qui bossent en milieu bancaire. Et enfin, non, je veux dire, c'est pas possible. Les clients qui me bossent en milieu bancaire, c'est ceux qui arrivent le plus souvent en retard, si jamais. Ils ont un stress de dingue et voilà. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que quand tu viens ici, c'est ta bulle sans stress. C'est-à-dire que le téléphone, il est sous silencieux. Sauf si vraiment tu as des enfants et que c'est urgent, il faut que tu laisses ton téléphone allumé, bien entendu. Mais le téléphone, c'est sous silencieux. Et j'essaie vraiment d'être de lancer la conversation sur leur corps. Il y a ce côté un peu pleine conscience qui fait un peu vaudou, quelque chose comme ça, un peu spirituel, mais c'est réellement de la pleine conscience. La pleine conscience, pour juste remettre dans le contexte, c'est quand, par exemple, tu es posé, c'est ce qu'on appelle ne penser à rien, c'est juste t'écouter, respirer. Ok, quel muscle est en train de travailler? Il y a où que ça chauffe? C'est important de savoir aussi parce que si jamais ça chauffe pas au bon endroit, il y a un problème. Il faut aussi que ça suive. Ok, où est-ce que ça chauffe? Où est-ce que ça tire? Ok, d'accord. Est-ce que tu sens que tu peux descendre un peu plus les épaules? Est-ce que tu sens que tu peux mettre un peu plus de poids? Tu me dirais que tu aurais pu faire combien? Et c'est vraiment, en fait, accaparer leur attention et le mettre là sur l'instant présent. Et ça, je trouve que depuis quelques mois, j'essaie vraiment de le faire beaucoup avec les gens qui sont très stressés. Et d'ailleurs, j'ai une cliente, je me souviens, elle arrivait en novembre ici, et puis c'est une super cliente, j'adore, elle est trop chou. Et elle n'arrivait pas à mettre des mots, en fait. Elle ne savait pas me dire. Elle venait de finir l'exercice, elle ne savait pas me dire où ça avait travaillé, où ça avait chauffé, ou je ne sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça dingue. J'étais, mais ça, tu sais pas et tout. Puis j'étais, ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas faire l'exercice. Et au milieu de l'exercice, je vais t'interrompre et je vais te poser la question. Ok, on fait comme ça. Puis du coup, on a fait comme ça, etc. Puis finalement, voilà, ça l'a un peu drillé, tout ça. Et maintenant, elle arrive, clairement, elle a fini l'exercice, elle arrive à me dire, ah oui, ça me brûlait là. Ou alors, il y a des fois, elle est vraiment ailleurs dans sa tête. Et elle est là, merde, excuse, j'ai pas du tout pensé à ça. Attends, refais, puis je te dis tout de suite. Et je trouve que c'est tellement important de savoir, de ramener en fait la pleine conscience. De ne pas avoir la tête qui part dans tous les sens. Moi, je suis une professionnelle aussi pour ça. J'adore avoir la tête dans les nuages. Je pense à mille et une choses en même temps. Je pense que c'est un peu le syndrome de l'entrepreneur, si je ne me trompe pas. Oui. Mais on est d'accord. Oui. Et du coup, j'essaie vraiment de les amener en pleine conscience. Et ça, c'est vraiment une des étapes assez simples que n'importe qui peut faire, même tout seul. C'est juste, en fait, des fois, c'est se poser. Moi, je disais souvent à l'époque à mes clients, je dis, mais t'es au boulot, puis t'as trop dans la tête, puis tu stresses, etc. Tu vas dans les toilettes. Dans les toilettes, tu te poses, parce que là, normalement, il n'y a personne qui vient t'embêter dans les toilettes. Je dis, tu te poses, tu t'asseyes, puis 2-3 minutes, tu respires. Inspire, tu expires. J'ai même des gens qui me disent, ah, mais 2 minutes, c'est trop long pour moi. Ok, fais 5 respirations et tu t'écoutes juste respirer. Tu respires, tu expires, etc. Et j'ai dit, c'est des choses simples, step by step. Faut pas non plus mettre. J'allais de nouveau faire sortir une expression, mais il ne faut pas aller non plus trop vite. Il faut essayer de faire des choses atteignables. Sans voir l'expression, j'ai envie de l'entendre. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, c'est très, très juste. Mais en l'occurrence, pour tout, c'est comme ça, surtout pour les choses. Je veux dire, tu es déjà stressé.
On va quoi, te stresser encore plus. Il faut que tu manges 5 fruits et légumes par jour ou même plus. Normalement, c'est plus. Il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mollo, calme-toi. Tu as déjà 1000 choses à stresser. On va commencer par les bases. On va commencer par les trucs tout simples. Tu vas venir une fois par semaine ici, puis tu vas venir faire du sport et tu me laisses te guider, tu me laisses te dire ce que tu dois faire. Donc ça, pour le stress, c'est vraiment un truc, la pleine conscience, je trouve, qui est très intéressant. D'ailleurs, j'avais fait un talk avec, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, avec le head, le chef de la psychiatrie à l'hôpital, aux hôpitaux universitaires de Genève. Un Italien qui est génial, il était très gentil, qui est d'ailleurs toujours là-bas, si je ne me trompe pas. Et en fait, lui-même avait fait toute une formation sur la pleine conscience pour l'amener en fait dans son service. Et c'est quelque chose qui met beaucoup en avance dans son service. Et vraiment, il nous a fait une démo. Et c'était ça, je te jure, 15 minutes, posé sur la chaise, les yeux fermés, et tu t'écoutes respirer. Et il te guidait en fait à travers une méditation. La méditation, je t'explique ce que c'était. Ok, comment sont tes jambes? Est-ce que tu peux détendre tes jambes? Ok, est-ce que tu arrives un petit peu peut-être à toucher ton nez aussi? Est-ce que tu serres les yeux ou est-ce que tes yeux sont relâchés? Etc. Et c'est faire vraiment un scan complet, un body scan. Et en fait, finalement, après, tu ressors de là et tu es beaucoup plus tranquille. Sans compter que, je tiens à le dire pour tous les étudiants, par exemple, qui nous écoutent, si vous avez des problèmes à vous concentrer, c'est un truc de dingue pour développer votre concentration. C'est vraiment testé à prouver, si jamais. Donc en fait, la pleine conscience, c'est vraiment un truc, ça peut paraître très spirituel, vaudou, yoga, tout ça. Mais en soi, c'est juste. C'est très juste comme méthode. Donc, moi, je passe beaucoup par cette méthode-là. En plus, inaperçu. Mes clients ne pourraient même pas me dire que je fais ça exprès. C'est vraiment, on fait ça normalement, tu vois. Genre, on est ici pour faire un job. Tu es là. Tu n'es pas ailleurs. Ta tête, elle est ici. Toi en entier, tu es là. Donc, ça, c'est une première chose. Après, le sommeil, c'est quelque chose de très nouveau. C'est très personnel. J'avais justement cette cliente là qui avait eu ce problème avec ce nutritionniste qui mangeait qu'une fois dans la journée. En fait, j'ai de nouveau essayé de comprendre sa vie. J'ai essayé de comprendre un peu d'où elle venait parce qu'elle bossait pas. Puis du coup, tu bosses pas, mais du coup, tu te couches à 2 heures, puis tu te lèves à 7-8 heures, je crois. Puis des fois, à 3 heures du matin, tu es encore debout. Puis c'est pas qu'un soir dans la semaine, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, j'ai essayé de comprendre. Puis en fait, c'est une ancienne pâtissière. Donc là, déjà là, tu as un petit truc. Puis du coup, tu te dis, mais pourquoi du coup tu dors pas, etc. Après, il y a un truc à savoir. On n'est pas psy. On n'est pas psy, même si des fois, on a l'impression de l'être. On n'est pas psy. Donc, quand on voit que ça devient de la sphère vraiment mentale, mais profonde, où ils ont des soucis, les gens, ils se sentent un petit peu, voilà, ils ont des trucs, puis ils n'ont pas forcément envie de t'en parler, il ne faut pas insister. Il faut leur demander une simple question. Est-ce que tu peux en parler à quelqu'un de ça? Oui, j'en parle déjà à quelqu'un. Oui, j'en parle. Non, j'ai personne à en parler. Ok, moi, je te conseille d'aller en parler à quelqu'un. Je peux te conseiller quelqu'un, etc. ou autre. Pas forcément un psy, parce que des fois, les gens, ils partent en courant quand ils entendent parler de ça. Mais juste parle-en, parce que c'est hyper important et ça va te faire avancer. Et après, à ce niveau-là, c'est plus trop mon job. Le sommeil, c'est souvent ça, si jamais. Alors oui, il y a des gens qui ont des mauvais matelas, et oui, il y a des gens qui dorment dans des positions avec 6 coussins sous la tête. Enfin bref, ça, j'analyse quand même. Est-ce que tu as retourné ton matelas de temps en temps? Ça fait combien de temps que tu l'as? Comment tu dors? Est-ce que tu dors sur le dos? Est-ce que tu dors sur le ventre, sur le côté? Est-ce que tu as nous, tu as des coussins sous la tête? Comment aussi tu es assis à ton bureau, comment tu es assis, est-ce que tu as des positions prolongées trop longtemps, enfin bref, voilà, etc. Il y a plein de choses comme ça. Aussi, qu'est-ce que tu fais juste avant de te coucher? Est-ce que tu regardes ton téléphone? On est tous coupables de ça. Il y a ce genre de choses. Enfin, je veux dire, il y a plein d'aspects et je fais un peu ma petite enquête. Mais du moment que je vois que ça devient de la sphère mentale et presque privée finalement et que je vois qu'ils ne veulent pas rentrer en matière, je ne force pas. Et je leur explique, je leur dis, moi, je t'aide volontiers, il n'y a pas de souci sur la nutrition, sur le sport. Je veux bien t'aider aussi si tu as besoin de parler de quelque chose, si peut-être je peux trouver des solutions avec toi parce que je suis très solution. Je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler, sauf très peu. Même ça, on peut négocier, je pense, mais du coup, dans le sens où je pense qu'il y a au bout d'un moment où les gens ils ont envie de se confier, ils n'ont pas envie de se confier, il ne faut pas insister. Et il faut juste leur dire que tu es là et puis que tu peux les aider, mais que s'ils n'ont pas envie d'être aidés par toi ou que s'ils ne la sentent pas,
que tu es à dispo et puis juste conseiller, parle-en à quelqu'un de proche, à qui tu fais confiance, etc. etc. Et souvent, les problèmes de sommeil, indirectement, je le sais, je le vois, et je comprends que c'est mental, c'est très, ça cogite, et puis c'est un amas de problèmes qui s'empilent. Mhm. Victoria, j'avais découvert ta page sur Instagram, si je ne me trompe pas. Et on a eu l'opportunité d'échanger un petit peu il y a de ça quelques semaines avant de t'inviter sur le podcast. Comme je l'avais déjà dit précédemment, un des objectifs avec le podcast, c'était vraiment d'essayer de créer un réseau de professionnels dans la région, en plus des autres personnes à qui j'ai la chance de parler, mais dans la région où je me trouve, qui est donc sur la côte, on va dire entre Genève et Lausanne, voire au-delà si possible. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir que tu as dont tu voudrais parler ici pour terminer le podcast? Euh, alors, en avant-première, non, j'ai un gros projet en ce moment qui me prend tout mon temps, c'est l'agrandissement de la salle. Mhm. C'est pas un grand, enfin ça va pas être énorme. Je vais pas agrandir de ouf parce que je suis toujours partie du principe que j'ai envie de bosser à petit nombre, des petits groupes de 4-5 personnes. Mais plus de place veut aussi dire plus de matériel, donc plus de possibilités. Je vais pouvoir aussi développer mes services, je vais pouvoir proposer plus de choses, etc., etc. Je suis dans une région ici qui est très, très vierge, si on peut dire, de tout, en fait, parce qu'il y a des activités, mais il y a beaucoup de gens qui habitent ici et il y a peu d'activités, en fait. Et vraiment, mon objectif numéro un depuis toujours, ça a été ça. Ça a été de créer, en fait, une communauté et puis de créer quelque chose, en fait, qui permettent aux gens de faire tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, de se renforcer, de devenir de meilleures personnes, plus fortes, plus indépendantes et plus sûres d'elles. Donc ça, c'est mon objectif numéro un, c'est ça. Ça va se faire d'ici quelques mois maintenant. Et donc ça, c'est mon projet à grande échelle, enfin à long terme pour l'instant, pardon. Et j'ai un autre projet qui n'est pas du domaine du sport, mais qui est d'un autre domaine un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui par rapport à la dépression, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, et puis en Suisse un petit peu, hein, faut le dire quand même, qui sont très tabous en fait, qui n'en parlent pas. La dépression en est une. C'est un sujet que dès qu'on t'en parle, les gens ils sont là. Oh non, on va encore nous dire qu'elle est triste. Oh, l'hypersensibilité. Oh, et toi, toujours pleurer, etc. Enfin, je veux dire, moi, dans ma propre famille, hein, j'ai une personne proche de moi que quand je pleurais, quand j'étais petite, elle me disait arrête de pleurer, t'es moche quand tu pleures. Enfin, des choses comme ça, tu vois. C'est une personne très, très, très proche de moi, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Donc, c'était quand même terrible. C'est horrible, je veux dire, de dire ce genre de choses, surtout à une enfant. C'est vraiment pas pédagogique. Mais Mhm. bref, en l'occurrence, ça va être un truc, un projet que je vais développer. Le but, c'est de créer un podcast. Les Suisses, il faut absolument que vous vous mettiez à écouter plus de podcasts parce que c'est la vie. Les La podcasts, c'est plupart la vie. des, Vous l'avez entendu, elle l'a dit, les podcasts, c'est la vie. Ouais, les meilleures décisions que j'ai prises, c'est parce que j'ai écouté des podcasts, des trucs qui m'ont emporté. J'étais là, ouais, mais en fait, t'as trop raison. Et du coup, enfin, bim. Et franchement, les podcasts ont énormément changé ma vision de la vie, m'ont appris énormément de choses, m'ont appris aussi à avoir confiance en moi, que je pouvais réussir tout ce que je voulais parce que, on voit dans plein de podcasts, ça nous permet de rencontrer des gens de tout horizon et de pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire et de se faire emporter un petit peu par leur passion, puis par les rêves qu'ils ont réalisés, etc. Et je trouve que c'est dingue et c'est des guides un petit peu. Et du coup, moi, je veux créer ce podcast, donc non pas sur la dépression comme j'avais initialement prévu, parce que c'est un sujet quand même qui reste un peu mince, puis qui reste quand même très, très peu développé, mais sur tout ce qui est en fait des sujets tabous. Toutes les choses qu'on a de la peine à parler, dont on a de la peine à avoir une discussion. La dépression, l'hypersensibilité en est une. Je vais avoir aussi un podcast avec une personne qui se bat contre la grossophobie, par exemple, ce genre de choses. En plus, en tant que coach, c'est une ancienne cliente à moi. C'est super l'histoire d'ailleurs. Je me réjouis d'enregistrer ça. Mhm. Je veux dire, j'ai plein d'idées. Tous les jours, je vois des choses. Je suis là, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? Je discutais avec une future personne qui sera sur le podcast à interviewer. Elle me parlait de sa non-envie d'avoir des enfants.
Et en tant que femme, je suis là, mais c'est génial, il faut qu'on en parle, c'est trop bien. Et tous ces trucs comme ça me tient à cœur. Et je suis là, en fait, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai envie d'ouvrir ces discussions. Je n'ai pas envie de dire, ouais, il fait chaud en ce moment. Oui, il fait chaud, super, bien joué, Charlotte. Non, mais dans le sens, j'ai envie de parler de choses qui font bouger le monde et qui font évoluer les mentalités, en fait. Et c'est ça mon objectif avec ce podcast. T'as un nom déjà? Ah, mais ça, je vais le garder. Mais ça ne sera pas une grande surprise en soi. Donc, mais ça, je le garde. Je le garde. Super. Bon, en tout cas, Victoria, c'était un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. J'espère que une grande partie des auditeurs auront été emportés par la passion que tu as partagée aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur toi ou qui voudraient peut-être faire appel à tes services dans notre petite région, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une page Instagram, Facebook sous le nom de Move Lab, Move-Lab. Et puis après, j'ai aussi ma page personnelle Victoria Paroniti. J'y mets plein de choses, elle est ouverte. Je poste très peu, mais je suis très active en story. C'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Et j'adore avoir des conversations avec les gens. J'aime vraiment ça. Des fois, on me prend un peu pour quelqu'un de très froide, etc., qui n'aime pas les gens. Alors oui, je n'aime pas tout le monde, mais c'est comme ça. Mais dans le sens où on peut venir me parler et j'aime parler aux gens. Je trouve que c'est très enrichissant en fait. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message. Je confirme, quand on s'était rencontrés la première fois, on a passé 1 heure et demie à discuter, si je me rappelle bien, avant même de décider d'enregistrer le podcast. Et c'était vraiment une super conversation. Donc, j'encourage tout le monde à envoyer un petit message à Victoria si vous voulez échanger avec quelqu'un de passionné et quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets qui sont fondamentalement importants et intéressants. Victoria, merci encore d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Merci à toi, Sean. Ciao. Ciao.